Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission Entre nous soit dit, avec pour cette première un invité que je suis ravie d'accueillir et avec qui nous allons tenter de vous éclairer sur le feuilleton de l'été israélien et la crise qui persiste entre le pouvoir judiciaire d'une part et les pouvoirs exécutifs et législatifs d'autre part. J'ai l'immense plaisir de partager ce plateau avec Maître David Fall. Bonjour David. Bonjour Galit. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. Alors je suis vraiment ravie, très heureuse de t'accueillir sur le plateau de Tandem TV. Ça faisait longtemps que j'en avais envie et qu'on n'avait jamais réussi à trouver une date. Alors David, Maître Fall, tu es franco-israélien, en Israël depuis 25 ans, avocat et notaire depuis 22 ans, spécialisé en droit pénal général et international, et en divorce très conflictuel avec violence conjugale, enlèvement d'enfants, etc. Donc vraiment du très lourd. Et tu es donc associé dans un cabinet qui est à Tel Aviv. Exactement. Alors, David, surtout, tu es témoin, comme nous tous, de la crise que traverse le pays et qui a connu donc un point culminant avec l'audience historique et cruciale de la Cour suprême qui s'est tenue donc le 12 septembre dernier et qui a réuni pour la première fois de son histoire l'ensemble des 15 juges qui la composent. Alors, si tu es d'accord, David, j'aimerais qu'on donne à cette émission un côté, une dimension pédagogique avant tout, pour que nos téléspectateurs puissent un peu s'y retrouver dans tout cet imbroglio de déclarations partisanes et surtout qu'ils puissent se forger une opinion qui, pourquoi pas, pourrait peut-être enfin dépasser une simple question de lutte de camp. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer avec un peu d'histoire et de nous expliquer d'abord quel est le rôle de la Cour suprême en Israël et la différence qu'on ne saisit pas toujours entre la Cour suprême et le Bagatz, la haute cour de justice. Alors, avant de commencer, il faut tout d'abord préciser une chose. Je suis venu, j'ai le plaisir d'être sur ton plateau ce soir. Je n'ai pas du tout l'intention de rentrer dans la considération politique. Ça, c'est vraiment à dire et à souligner. Il est important de poser les définitions de cette problématique, d'expliquer aux téléspectateurs, et ils sont nombreux, qui ne comprennent pas tout le temps ce qui se passe en ce moment en Israël, parce que c'est très compliqué, c'est vrai. Les gens sont abreuvés de ce qu'ils entendent aux médias, sur les médias en Israël, et c'est pas toujours compréhensible, loin de là même. Donc ce que je voudrais qu'on fasse ce soir, c'est que vraiment on explique, en fin de compte, toute la chaîne, le processus qui a amené, en fin de compte, cette réunion du Conseil constitutionnel, du Bagatz, en fin de compte, en Israël, pour traiter d'une loi qui, en fin de compte, traitent de leurs propres compétences. Et c'est ça tout l'absurde de la situation. Donc on va rappeler aux téléspectateurs, depuis le début, c'est qu'il y a, dans toute démocratie, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir législatif, c'est la Knesset, ce sont les élus du peuple qui se réunissent et qui votent des lois pour orienter le pays dans une certaine direction, notamment quand il y a une majorité, elle essaie bien évidemment d'imposer sa voix, sa vision des choses. Alors il y a une loi qui a été votée et qui est une loi, ce qu'on appelle fondamentale. C'est-à-dire c'est plus qu'une loi, c'est une loi fondamentale. Alors on n'a pas de constitution en Israël, mais par contre on a des lois fondamentales qui ont une valeur plus élevée qu'une loi lambda. Depuis des années, la Knesset vote des lois et il y a un garde-fou qui s'appelle le Bagatz. Donc, on pourrait comparer ça Alors en hébreu, ça veut dire Bet Din Gadol Letzedek. Oui, ça peut être comparé au Conseil constitutionnel français. Exactement. En France, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour suprême sont trois entités différentes. En Israël, c'est sous le même chapiteau. Ça veut dire que ce sont les mêmes juges qui traitent
en fait des questions administratives, des questions judiciaires et des questions constitutionnelles. Donc le Bagatz traite des questions constitutionnelles. Ce Bagatz est donc le garde-fou de l'activité de la Knesset. Quand la Knesset vote des lois, eh bien, tout député ou toute association peut se tourner... N'importe qui, finalement. Oui, pratiquement n'importe qui. Peut se tourner donc vers le Bagatz et dire au Bagatz, nous trouvons que cette loi, alors on ne dira pas elle n'est pas constitutionnelle, mais elle n'est pas conforme au droit fondamental, aux lois fondamentales. Alors, ce Bagatz, cette cour, a plusieurs prérogatives, elle a des compétences qui trouvent leur sens et leur source dans la loi elle-même, bien évidemment, des critères, et elle contrôle l'activité de la Knesset. Maintenant, et c'est là tout l'absurde de ce qui se passe en ce moment, c'est que, en fin de compte, la Knesset a voté une loi qui réduit une prérogative qui n'a pas trouvé son essence dans la loi, puisqu'il n'y a aucune loi qui traite de la raison de recevabilité ou de raisonnabilité, mais c'est une jurisprudence qui est là depuis des années, que le Bagatz a générée lui-même dans sa propre jurisprudence, et qui dit en fin de compte que, en parallèle de plusieurs compétences de pouvoir annuler une loi ou une décision du gouvernement pour des raisons, par exemple, de procédure, parce qu'il y a toute une procédure à respecter devant la Knesset, l'Assemblée, eh bien, ils se sont donné une prérogative qui s'appelle, en fin de compte, la clause ou la raison de recevabilité ou de raisonnabilité. Alors, c'est quoi ça? C'est-à-dire que le Bagatz, donc la Cour constitutionnelle, s'est donné la possibilité d'annuler une loi ou d'annuler une décision du gouvernementale ou ministérielle. Tout à fait. Oui. Simplement sur le fait qu'ils trouvent, eux, que cette loi n'est pas raisonnable au sens des lois fondamentales qui existent déjà. Cette prérogative, personne, donc la Knesset, la loi, personne ne leur a donné cette prérogative. Il n'y a aucune loi qui autorise la Cour suprême d'annuler ou d'invalider une décision ou une loi sur cette clause de raisonnabilité, mais c'est quelque chose que le Bagatz s'est arrogé. Oui, par sa jurisprudence. Au fil du temps. Il faut expliquer. Quand le Bagatz est saisi d'une demande, donc, comme on l'a dit, de députés, ou bien d'associations, ou bien de personnes physiques, quand il est saisi d'une demande d'invalidité d'une décision ou d'une loi qui a été votée, donc il se saisit, il réfléchit, et il a plusieurs critères pour pouvoir invalider cette loi ou cette décision. Mis à part ça, avec bien sûr des critères bien définis et une obligation de motiver, bien sûr, l'annulation s'il décide d'annuler. Ce qui se passe, en fin de compte, c'est que de cette jurisprudence a généré, en fin de compte, ce qu'on appelle la clause de raisonnabilité. Alors, en gros, pour faire comprendre aux téléspectateurs, les juges peuvent, parce qu'une loi ou une décision ne leur paraîtrait pas raisonnable par rapport aux lois fondamentales, disqualifier une loi. Presque, je dirais, sans motiver. Alors, bien sûr, la clause de raisonnabilité, c'est quelque chose de très abstrait. Parce que qu'est-ce qui est raisonnable selon toi, Galit? Très subjectif. C'est subjectif. Qu'est-ce qui est raisonnable selon moi? C'est encore plus subjectif. Donc, les juges se sont donné une prérogative qui n'est pas assez palpable. Et bien évidemment, le gouvernement, quand il vote des lois, n'a pas envie de voir ces mêmes lois disqualifiées par un groupe de juges sur des critères qui ne sont pas palpables. L'ego, finalement. Je ne rentrerai pas dans l'ego. Je dis simplement selon leurs convictions personnelles, parce que les juges sont avant tout des hommes. Ils ont leurs idées, ils ont leur vision des choses, et ils peuvent, au jour d'aujourd'hui, et c'est la situation depuis des années, tout simplement disqualifier une loi parce qu'ils ne la trouvent pas raisonnable. Et c'est là qu'est le problème. Alors, est venu maintenant donc le nouveau ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a dit « ça suffit, c'est une situation qui est insupportable, c'est une situation qui pollue l'activité de la Knesset et des députés, on veut que le Bagatz puisse disqualifier des lois ou des décisions, mais sur des critères que nous avons au préalable définis, et non pas parce que ça ne leur paraît pas
raisonnable. Ça, c'est une première des choses. Et donc, il a proposé de légiférer à ce sujet. Alors, justement, ici, il y a une difficulté qui est supplémentaire. Cette fameuse loi qui vient enlever cette possibilité de disqualifier pour des raisons raisonnables, c'est une loi fondamentale. Donc, ce n'est pas une loi simple, mais une loi fondamentale. Alors, il y a la loi il y a plusieurs lois fondamentales en Israël. Il y a la loi fondamentale de la justice. Oui, c'est des lois sur les droits des hommes, sur le droit de travail, sur la liberté de travail, sur la liberté d'aller et venir, etc. Et là, on a la loi fondamentale qui régit finalement le fonctionnement de la justice. Donc, c'est Chok Yesod Hashfita. Donc, c'est la loi fondamentale sur les jugements, la justice. Et à l'intérieur de cette grande loi fondamentale, il y a différents articles. Et donc là, ils ont amendé cette loi, finalement, en légiférant sur la clause de raisonnabilité, c'est-à-dire quand ils ne l'annulent pas, mais ils lui mettent un cadre. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Bagatz ne peut pas annuler une loi fondamentale. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Oui. Et qui a été transgressé, puisque le Bagatz s'est saisi d'une demande de disqualification d'une loi fondamentale. Ce n'est pas une loi toute simple qui a été votée par le ministre de la Justice. C'est une loi qui vient modifier une loi fondamentale. Non, parce que elle ne vient pas modifier, puisqu'encore une fois, cette clause de raisonnabilité n'est pas du tout le fruit de la loi, mais simplement le fruit de la jurisprudence du Bagatz. Donc c'est une espèce de phénomène qui a été créé par le Bagatz lui-même et sa jurisprudence. Donc ils sont venus dire, ça suffit d'inventer la loi. La loi, c'est, on va dire, le tafkid, le rôle de la Knesset et que de la Knesset. La Cour de cassation n'est là qu'en fin de compte pour disqualifier si en cas il y a eu des problèmes de procédure ou éventuellement si c'est contraire à une loi fondamentale. Mais là, on parle d'une loi fondamentale qui a été légiférée par la Knesset, et d'où l'absurde de la situation qui fait qu'en fin de compte, le Bagatz, donc la Cour de cassation, doit se prononcer sur une loi fondamentale qui vient changer une prérogative qu'elle s'était attribuée dans sa propre jurisprudence et qui ne vient pas de la Knesset. Donc il y a plusieurs problèmes. C'est est-ce que le Bagatz peut se saisir d'une telle demande? Deux, si elle se saisit d'une demande, et ça a été fait, ça mène à une situation absurde. On a tous été les témoins, en tout cas ceux qui vivent en Israël et qui comprennent l'hébreu, de cette fameuse audience qu'il y a eu donc il y a 2 semaines, je crois. Le 12 septembre, et qui a duré 13 heures. Ça a duré 13 heures, avec une formation collégiale de 15 juges, c'est le maximum en Israël, et ça n'a jamais été le cas depuis la naissance de l'État d'Israël. Il n'y a jamais eu de collégialité de 15 juges. Et on a tous assisté, en fin de compte, à un spectacle où les juges étaient à la fois juges et parties. Alors, c'était, à mon sens, complètement absurde. Les juges, en général, doivent écouter les arguments. En général, ils reçoivent, bien sûr, à l'avance, ce qu'on appelle des conclusions par écrit. Ils les ont lues. Ils écoutent donc les avocats plaidants, l'avocat du gouvernement, l'avocat de toutes ces associations. Ils ont tous ce sont des associations qui sont venus saisir, en fait, qui ont fait des recours auprès de la... Des recours en annulation. Des recours en annulation de la clause de raisonnabilité auprès donc du Bagatz. Le Bagatz aurait dû, théoriquement, et même, j'ai envie de dire, même traditionnellement, par rapport à des règles qui avaient été fixées par Aaron Barak à l'époque, aurait dû se déclarer incompétent pour juger et débattre d'une loi fondamentale. Non seulement elle ne l'a pas fait, elle a accepté d'en débattre, elle a accepté les recours. Elle s'en est saisie. Et elle s'en est saisie, et elle a débattu finalement de ses propres prérogatives. Exactement. Donc, il y a eu une tentative de Yariv Levin, le ministre de la Justice, et de Simcha Rothman, le président de la commission des lois à la Knesset, de déclarer illégitime
le fait même la saisine du tribunal. Exactement. Alors la saisine, mais surtout que le tribunal se déclare compétent pour pouvoir débattre de ce sujet. En vain. Ça a été un peu l'effet boule de neige, parce que normalement, il n'aurait pas dû être saisi, ce tribunal. Puisque c'est une loi fondamentale, le Bagatz n'a pas son mot à dire. Mais comme ça traite uniquement des compétences sur la clause de recevabilité, de raisonnabilité, alors il s'est saisi et a dit oui sur le fait qu'il pouvait en juger. Mais on est arrivé à une situation complètement ubuesque où les juges devaient, entre guillemets, non seulement écouter parce qu'ils sont juges, mais quelque part se défendre aussi, puisqu'ils étaient partis. Voilà, et on a vu notamment la présidente qui est Chayout, elle avait à sa droite et à sa gauche les futurs candidats donc, à la présidence. À sa propre succession. Exactement, qui sont Fogelman, le juge Fogelman et le juge Amit. Alors on rappelle également que c'est a priori la dernière affaire que va présider et que va traiter. C'est la dernière affaire d'Esther Chayout qui arrive donc à la fin, à l'âge légal de sa cadence, donc qui va avoir 70 ans, et qui doit dans les semaines à venir quitter son siège et être remplacé selon un statut de seniority, ça s'appelle en hébreu, donc le plus âgé finalement, celui qui est là depuis le plus longtemps, devrait la remplacer, donc c'est un de ces deux juges-là. C'est le juge Amit qui devrait la remplacer. Mais le juge Fogelman a quand même fait une demande pour lui aussi être de la partie, et il souhaite aussi être président. Mais ça, c'est déjà un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que le peloton de tête, donc les trois, se sont retrouvés dans des situations, mais de façon répétitive pendant presque 13 heures d'audience, où ils posaient des questions pour avoir des éclaircissements, mais ils se défendaient en même temps. Ce qui était, encore une fois, c'était du Kafka. Ça ne devait pas arriver là. Et malheureusement, c'est une boule de neige, puisque la saisine du Bagatz et le fait que celui-ci se soit saisi donc, de cette demande, et le débat lui-même, c'est le théâtre de l'absurde, selon moi. C'est ça. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a assisté donc à une audience le 12 septembre qui a duré, comme tu l'as dit, 13 heures. Mais surtout, c'était une audience qui symbolisait parfaitement le bras de fer et l'affrontement entre les pouvoirs. Les deux institutions. L'audience était publique, elle était filmée, retransmise à la télé, donc tout le monde a pu la suivre en direct ou aux infos. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand le ministre de la Justice, Yariv Levin, avait fait sa déclaration au mois de janvier dernier, avait déclaré et détaillé les différentes mesures qu'allait comprendre la réforme de la justice qu'il souhaitait mener. Esther Chayout, la présidente donc, de la Cour suprême, dès le lendemain, il me semble, avait fait une déclaration publique, était sortie de sa réserve pour finalement affronter, aller contre la décision d'un ministre élu, donc désigné dans une coalition qui a été donc élue à la majorité, démocratiquement. Et là, ça a été vraiment un acte politique, en fait. Et donc, comment, à partir du moment où elle avait déjà donné son avis personnel à ce moment-là sur les différentes lois qu'allait proposer Yariv Levin, comment est-ce qu'elle-même a pu se déclarer, on va dire, compétente pour siéger, pour présider une telle audience, dans la mesure où elle avait déjà fait connaître son avis personnel. Bon, alors d'abord, il faut rappeler quand même que le Bagatz, c'est important, son existence est importante. Bien sûr, il est vital dans une démocratie. C'est le jeu de la démocratie, puisque la Knesset, donc l'expression du peuple, qui vient s'exprimer par des lois, eh bien, doit être quand même soumis à un contrôle. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est moins normal, c'est que la juge Chayout, tu le disais tout à l'heure, la présidente au jour d'aujourd'hui, qui voyant arriver en fin de compte une réforme qui allait déstabiliser toutes les prérogatives qu'a la Cour suprême, est sortie de sa réserve. Alors, en tant que présidente, elle peut le faire,
mais elle se doit quand même de le faire avec style. Et ça n'a pas été fait avec style, ça a été fait quand même comme une réponse assez violente, et je crois que ça a ouvert les hostilités entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et après, on parlait de boule de neige, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est allé de mal en pis, où il y avait, on va dire, les deux coqs, entre guillemets, qui s'interpellaient sur les médias ou par l'intermédiaire des médias. Et ça a donné justement cette situation qui est complètement folle dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui. Maintenant, si je peux juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 15 juges qui doivent se prononcer. Et on a senti, pour ceux qui ont suivi donc, cette audience, on a senti qu'il y avait 3 catégories de juges. On avait la catégorie des juges, peut-être deux catégories de juges. Ceux qui, comme Esther Chayout, comme le juge Fogelman et le juge Amit, qui sont, mais alors, comme des bulldozers et qui veulent absolument, et qui l'expriment, disqualifier cette loi fondamentale qui vient encore une fois donc réduire leurs prérogatives. Il y a un autre groupe qui, et c'est 2 juges, c'est le juge Mintz et le juge, ça ne me vient plus, son nom ne me vient plus maintenant, mais il y a 2 juges qui sont assez le juge américain. Non, c'est pas le juge américain. C'est le juge Mintz, c'est le juge... son nom m'échappe. C'est pas grave. Et qui viennent tous les 2 de Jérusalem, à qui j'ai eu l'honneur de plaider moult dossiers devant eux. Ces 2 juges-là sont vraiment, on va dire, de conception de droite, donc évidemment ils se disent totalement pour cette réforme. Et vous avez, donc on en vient, je rectifie, il y a 3 catégories, donc cette 3e catégorie de juges, qui sont des juges qui en fin de compte, sont très mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise parce qu'ils savent profondément que le Bagatz n'a pas la compétence, les prérogatives de se saisir d'une question qui le touche lui-même, et d'autant plus qu'on parle d'une loi fondamentale. Ils ne sont pas pour autant cette réforme. Ils veulent que cette réforme n'aboutisse pas. Mais ils sont quand même dans une situation honnête, où ils se disent, voilà, on pense qu'elle ne doit pas aboutir, cette réforme, mais on ne peut pas aller au-dessus de la loi. Qui sommes-nous ? Et je crois que ça va être capital pour la décision qui va être rendue, si tu veux en parler bien. Alors c'est ça, parce que finalement, on nous parle beaucoup depuis des mois, depuis que Yariv Levin a détaillé sa réforme, on nous parle beaucoup de limiter le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est-à-dire de contrôler effectivement la Knesset, ses travaux, les lois qui sont votées, et aussi le gouvernement d'un autre côté, pour ne pas qu'on tombe, toujours d'après les opposants à cette réforme, dans une sorte de dictature ou d'autocratie, voilà, où effectivement, alors on nous parle beaucoup, par exemple, de retirer le droit de vote aux personnes rousses, ou d'annuler tous les droits de la communauté homosexuelle et LGBT. Voilà, donc on nous parle beaucoup de ça, de réduire les libertés individuelles, les libertés fondamentales aussi. Mais finalement, en se saisissant de cette loi et de cette en s'accordant le droit de discuter d'une loi fondamentale et peut-être même de l'invalider, la Cour suprême se place exactement d'un point de vue logique. Qu'elle veut éviter. Exactement, elle se place au-dessus des lois, au-dessus des autres pouvoirs, et finalement, c'est la seule. Les membres du pouvoir judiciaire sont les seuls qui ne sont pas élus par le peuple. C'est vrai. Alors, bon, d'abord, je pense qu'il faudra quand même assez confiance. On est en présence de gens qui sont quand même, que ce soit à droite, à gauche, venant du pouvoir judiciaire, de l'exécutif ou du législatif, on est quand même en présence, je l'espère, je veux l'espérer en tout cas, de personnes qui sont de bonne volonté et qui ne veulent pas faire
une réforme absolue et entraîner la dictature dans ce pays. Maintenant, si on a confiance quand même quelque part, et je pense que ça marche pas si mal, même si on essaie de noircir le tableau pour les besoins de tel et tel parti, Israël est quand même une démocratie qui est jeune, qui fonctionne bien, un pays qui travaille, un pays dont les investissements fleurissent, même si on entend à la radio qu'il n'y a pas eu d'investissement, d'autres sources que j'ai prétendent que dans les 3 derniers mois, il n'y a pas eu autant d'investissements. Il n'y a jamais eu autant d'investissements. Depuis des années en Israël. Mais c'est le jeu de la démocratie. Le jeu de la démocratie, c'est le parfait équilibre dans tous ses pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Maintenant, encore une fois, je pense que cette réforme-là vient rectifier un déséquilibre. Ce déséquilibre, il existait déjà. Il existait déjà parce que, comme on l'a dit, le Bagatz pouvait disqualifier une loi et une décision du gouvernement uniquement parce qu'il ne la pensait pas raisonnable. Je pense que cette réforme est nécessaire, encore une fois sans aucun parti politique ou prétention politique. Mais il y a un déséquilibre qu'il faut modifier parce que le même argument qu'ont, en fin de compte, les gens qui sont contre cette réforme, on peut l'appliquer au Bagatz, puisque le Bagatz fait la pluie et le beau temps depuis de nombreuses années en Israël. Alors c'est vrai, il le rappelait le juge Amit, qui disait que depuis 10 ans, il y a eu 1,3 lois ou décisions qui ont été invalidées, du gouvernement qui ont été invalidées par le Bagatz. Mais le problème, c'est que ce qu'il oublie de dire, c'est que ça crée une dissuasion énorme. C'est-à-dire qu'il existe des cas où la Knesset ne va pas voter une loi parce qu'elle sait d'avance que ça ne passera pas au Bagatz et ils ne font pas le travail qui sert à rien. Ce qui est très bien, puisque si une loi est votée en contradiction avec une loi fondamentale, c'est très bien finalement qu'elle ne soit pas élue. D'autant, David, que cette réforme, ou en tout cas certaines lois, ou même toutes les lois qui la composent, ne sont pas l'invention exclusive du ministre de la Justice actuel. Certaines avaient été proposées, étudiées, rentrées dans des programmes d'autres d'opposants aujourd'hui à ce gouvernement. Donc là, j'y vois moi un petit peu d'hypocrisie parce que finalement, aujourd'hui, il crie à la fin de la démocratie avec cette loi. Mais je ne vais pas t'entraîner dans quelque chose de politique, c'était pas ton souhait. En revanche, ce mouvement qu'on voit et ce mouvement de contestation et ces manifestants et ces manifestations qu'on voit maintenant depuis très longtemps, depuis plusieurs mois dans la rue, c'est un mouvement de personnes qui, je pense, sincèrement, sont inquiets pour la démocratie de ce pays. Okay. Comment eux ne peuvent ne pas se rendre compte que finalement ceux qui les dirigent allaient proposer exactement la même chose? Alors, encore une fois, sur le plan de l'exécutif, sur le plan de ce qui se passe à la Knesset, des ministres, il faut quand même souligner que Yarin Levin n'a rien inventé. C'est une réforme qui était déjà dans les tiroirs depuis de nombreuses années, puisque les gens qui s'y opposent au jour d'aujourd'hui, en tout cas certains, pour ne pas les nommer, Lapid, Sar, etc., étaient foncièrement d'accord, il y a quelques années, quand ils étaient aux manettes, d'effectuer une réforme ou de faire passer une réforme donc de tout l'appareil judiciaire. Au jour d'aujourd'hui, ils expriment une opposition. Je pense qu'elle est plus politique qu'autre chose, mais il est important de dire que cette réforme, si vous ajoutez au jour d'aujourd'hui les personnes qui sont pour cette réforme et les personnes qui ont été pour cette réforme, c'est une large majorité. Tout le monde est, une grande partie de la classe politique est d'accord sur le fait qu'il faille faire une réforme de cet appareil qui a un petit peu trop de pouvoir et qui n'a pas, bien évidemment, de garde-fou non plus, ouais. Et qui vient, et je crois que c'est là la question, depuis plusieurs années, déranger l'équilibre entre toutes les institutions. Donc cette réforme, à mon avis, elle est
largement et a été largement plébiscité. Il s'avère que la façon dont ça a été fait, apparemment, n'a pas plu certaines personnes, ce qui a donné aussi, bon, c'est du jeu politique, certains ont surfé là-dessus jusqu'à dire qu'ils sont contre, mais il y a quelques mois, quelques années, ils étaient pour. Ils étaient pour l'idée d'une réforme. Maintenant, les gens qui descendent dans la rue, je suis, encore une fois, ça ce n'est que mon avis, mon sentiment, j'ai l'impression qu'il y avait un énorme engouement au début, mais je crois que plus on va, plus l'homme de la rue s'aperçoit que il y a quelque chose qui ne va pas. Et que, quelque part, on ne descend plus dans la rue au jour d'aujourd'hui uniquement à cause de la réforme, mais pour bien d'autres choses, et notamment contre le gouvernement en place. Et on a laissé à la place, on va dire, sur le côté de cette question de la réforme. Il y a beaucoup moins, je vous disais hors antenne, que j'habitais pas loin des manifestations. Je vois que le nombre de manifestations s'est réduit, le manifestant, pardon, s'est réduit de façon extrême. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le bateau, non pas qui sont devenus pour cette réforme, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de réflexion et que c'est le peuple, et c'est pour ça qu'on doit s'en féliciter, le peuple commence peut-être à dire ça suffit, on politise trop. Alors oui, effectivement, les manifestants sont... Il y a peut-être des gens qui se rendent compte que s'opposer au gouvernement, finalement, entre opposition et gouvernement, entre opposition et coalition, pardon, c'est effectivement le jeu démocratique. Mais à partir du moment où le pouvoir judiciaire se place en tant que juge entre une décision gouvernementale et une opposition au gouvernement, là, ça commence à poser problème parce que finalement, ils nous disent qu'avec cette réforme, la démocratie est en danger. Mais finalement, c'est la décision de la Cour suprême sur l'invalidation d'une loi fondamentale qui, à mon sens, dis-moi si je me trompe, toi en tant qu'homme de loi, peut mettre en danger la démocratie. Elle ne vient pas la détruire, mais elle vient la mettre en danger parce que la démocratie, à ce moment-là, l'équilibre qui forme la démocratie, à mon avis, il n'existe plus. Bon, alors moi, je vais te répondre sous un autre angle. Comme je te le disais précédemment, je pense que l'engouement qu'il y a eu dès le début dans ces manifestations, on voyait vraiment pas mal de manifestants, plusieurs dizaines de milliers, même des centaines de milliers au début. Ces chiffres baissent. Alors, je ne dis pas ça pour m'en réjouir, je dis simplement que je pense, encore une fois, ce n'est qu'une appréciation, je pense qu'au début, il y avait une vraie opposition à cette réforme qui, aux yeux des manifestants, représentait un danger pour la démocratie. Je suis persuadé que ces gens-là pensaient ça. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a eu une telle récupération politique, il y a eu un tel lavage de cerveau, il y a eu, on va dire, presque de la propagande qui a fait que on sent que le pays est en train de trembler, même si, je vous rassure, moi je pense qu'il ne tremble pas du tout, le pays. Eh bien, certaines personnes, je le pense, hein, je parle beaucoup avec des gens, en fin de compte, ont refusé petit à petit ce côté ultra-politique qu'a pris ces manifestations. Et je crois qu'aujourd'hui, le nombre de manifestants a sensiblement été réduit parce que les gens ne se reconnaissent plus dans ce combat, parce qu'on n'est plus aujourd'hui dans le combat contre la réforme. Ceux qui sont encore en train de manifester sont très très loin des considérations de réforme juridique, mais c'est une réforme, c'est des manifestations qui sont vraiment anti-gouvernementales, anti-droite, contre la droite, on ne va pas dire anti, mais contre la droite. On voit maintenant, malheureusement, quelques épiphénomènes contre les réunions religieuses, notamment cette semaine à Tel Aviv. Il me semble, et là je vais essayer d'être très optimiste, je pense que la majorité du peuple israélien comprend que la situation est allée, je pense, un peu trop loin, et qu'il y a trop de politisation de cette réforme, que ce soit pour ou contre. Et petit à petit, les gens
commence à réfléchir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à peut-être une solution de consensus. Et là, je t'invite à justement en venir aux solutions qu'a le Bagats. Alors bien sûr, la décision qui sera rendue sur la clause de raisonnabilité sera probablement, on l'a dit, la dernière de la présidente Esther Chayyout, qui doit donc, on l'a dit aussi, prendre sa retraite dans les semaines qui viennent. D'après toi, quels sont les différents scénarios envisageables et lequel te paraît le plus probable ? Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Et là, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure concernant la position des juges. On a 15 juges qui doivent voter. Pour expliquer aux téléspectateurs, chaque juge a une voix. La présidente n'en a pas 2. Chaque juge a une voix. Ils sont 15, c'est un nombre impair. Donc, il va y avoir une majorité et une minorité. La juge Chayyout, a priori, alors là on rentre dans la politique interne du Bagats, ne peut pas se permettre de quitter donc son mandat avec une annulation de cette loi avec une majorité qui soit très courte. Ça veut dire, si par exemple... oui, même pas, c'est-à-dire vraiment... 8 contre 7. Ça serait pas possible. Il lui faut vraiment une majorité qui soit large, importante. Voilà, avec le juge Solberg, c'est le juge dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est Mintz et Solberg qui sont des juges de droite qui habitent dans les territoires. Donc eux, on connaît déjà bien évidemment leur vote, enfin leur décision, mais vous avez quand même 13 juges dont il faut qu'ils s'expriment et surtout qu'ils motivent. Elle ne peut pas se permettre d'avoir 7-8 ou une majorité qui passe, mais vraiment à la limite. Donc, elle sera obligée de composer. Alors, comment elle fera pour composer ? Elle peut soit demander, par exemple, au gouvernement et donc à la Knesset, d'essayer de les renvoyer en touche et leur dire, en fin de compte, essayez de rectifier cette loi. Leur donner des points sur lesquels ça passe, selon eux, et des points sur lesquels ça ne passera pas. Et leur demander un complément de débat sur ces lois. Et ça peut durer encore des mois et des mois et des mois. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, eh bien, comme on le sent, et moi je suis pour cette idée-là, et je la sens arriver petit à petit, parce que tout le monde se rend compte au jour d'aujourd'hui qu'on est dans un théâtre de l'absurde. Et je pense qu'il y a des rémisodes, en français, des signes et des insinuations comme ça, que ce soit de l'opposition ou que ce soit de la coalition, de la majorité, où les gens commencent à mettre un peu de l'eau dans leur vin. Et s'ils arrivaient à se mettre d'accord sur une rédaction commune, eh bien, toutes ces demandes seront retirées du Bagats. Le Bagats retrouverait sa aura, puisqu'il n'aurait pas à se prononcer sur encore une fois, le théâtre de l'absurde. Et je pense que le consensus arrive plus ou moins ça se forme. C'est en gestation. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je ressens. Et je pense qu'ils vont arriver à un accord pour qu'il y ait une rédaction commune. Je ne suis pas sûr que chaque parti va arriver à ce qu'il voudra à 100%. Ils vont faire des concessions. Yarin Levin va faire des concessions. Netanyahou voudra faire des concessions. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Il doit ramener, voilà, je ne voulais pas parler politique, mais j'en parle, mais il doit ramener son extrême droite un petit peu plus au centre de la coalition et leur faire accepter donc des corrections, des amendements sur cette loi. J'ose espérer qu'il va y avoir un consensus et qu'en fin de compte, le Bagats n'aura pas à se prononcer et ne perdra pas donc de sa aura. Alors tu es plus optimiste que moi, parce que si effectivement je suis tout à fait d'accord, vraiment mot pour mot, sur ce que tu viens de dire sur Netanyahou et Yariv Levin qui arriveront à trouver et à vouloir modifier cette loi voilà, sans la vider de sa substance. Je ne sais pas comment trop c'est possible, mais bon, je pense que tu as raison. Eux le souhaitent, sauf que, à mon avis, ce que tu ne prends pas assez en compte, c'est
les leaders de l'opposition, alors davantage Gantz que Lapide, mais Lapide aussi, qui finalement aujourd'hui n'existe que par cette contestation, que par cette opposition, et que... Chaque camp a exactement le même combat interne. Ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, chacun doit mettre de l'eau dans son vin et convaincre ses propres ouailles, entre guillemets, de se rapprocher d'un consensus. Tu as raison, sauf que pour l'intérêt général. Tu as raison, sauf que aux dernières élections d'il y a un an, le parti de Lapide était numéro 2. Aujourd'hui, dans les sondages, Gantz monte en flèche et a dépassé de loin et depuis longtemps le parti de Lapide. Donc, ça lui profite. En tout cas, cette crise-là lui profite. Et je ne le vois pas y mettre fin aussi facilement que ce que tu penses. Alors, je ne sais pas, encore une fois, parce que là, je vais arrêter de parler politique. On arrête de parler politique. Mais il y a d'autres considérations qui font que le Bagat lui-même veut de cette option. Oui. Et maintenant, c'est un petit pays, tout le monde se parle, tout le monde discute. Même si on s'accroche à la télévision, après on se rencontre autour d'un verre ou dans des réunions de famille, et ça parle. Et je pense que la seule façon pour que cette Cour suprême, ce Bagat, récupère de sa aura et de sa noblesse, ne peut venir que d'un consensus. Et je pense que tout le monde, à la fin, et de plus avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il y a moins en moins de manifestants et que les gens ne veulent plus de ce côté politique. Je pense que ça, c'est mon optimisme peut-être, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il va y avoir une rédaction commune, quelque chose qui va passer, qui va être amendé, ça prendra plus de temps, mais j'ose espérer que la Cour suprême n'aura pas à se prononcer sur cette question. Et dernière question avant qu'on se quitte, penses-tu, alors j'espère qu'elle n'est pas trop politique, penses-tu qu'il y a une chance que lors de cette cadence, de cette Knesset-là, d'autres lois de la réforme de Yariv Levin soient votées, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être abandonné du fait de tout ce qu'on vient de vivre ces derniers mois ? Bien, il y a déjà une loi qui est passée, et qui a été entérinée, dont il doit y avoir débat dans pas longtemps. Je ne sais même pas, peut-être ça a déjà eu lieu, c'est toute la réforme de la commission des nominations. De sélection des juges. De nomination, pardon, oui. C'est passé. Donc maintenant, je pense qu'il y a eu des demandes de disqualification. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est, mais la loi est déjà passée. Non, à mon avis, je ne pense pas qu'il s'aventurerait à faire passer d'autres lois de ce type, vu la tempête qu'on a maintenant. Je pense qu'ils sont plus occupés à justement trouver un espèce de consensus avec des amendements qui va corriger cette loi, la modifier dans un sens plus consensuel, et surtout, après, donc dans chaque camp, convaincre ces extrêmes de façon à faire accepter les corrections et les amendements. Très bien, David. Écoute, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a rempli notre contrat de pédagogie. J'espère que les téléspectateurs vont sortir de cette émission avec de quoi se forger leur propre opinion. Pardon d'avance si je t'ai un peu trop entraîné sur le terrain politique, en tout cas plus que ce que tu ne le souhaitais. Je suis un homme de la rue, donc je refuse la politisation de cette question. Merci beaucoup vraiment pour tous ces éclaircissements. Ça a été un plaisir. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV. On vous donne rendez-vous très très vite sur le plateau d'Entre nous soit dit, avec d'autres sujets et d'autres invités. Merci David et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.